Professeur Didier Raoult, quel bilan peut-on tirer aujourd'hui concernant les résultats obtenus par les différents pays dans le monde sur la mortalité et sur l'espérance de vie? On peut confirmer une chose qui est très frappante, qui nécessitera d'avoir une réflexion très approfondie. Pour l'instant, les données que l'on a, les seules données qu'on a, c'est les deux pays les pires au monde, qui sont les États-Unis et l'Angleterre. Donc c'est très extraordinaire parce que c'est eux qui ont été les leaders d'opinion. À chaque fois que nous, nos services se posent une question, ils se tournent vers le CDC aux États-Unis, ou ils se tournent vers les Anglais pour pouvoir faire comme eux. Et c'est les pires de tous. C'est-à-dire que aux États-Unis, ils ont perdu 1,3 à 1,4 années d'espérance de vie, ce qui les met, si les calculs que l'on est en train de faire sont exacts. Ça faisait longtemps qu'ils étaient ex-aequo avec Cuba, ils sont passés très loin derrière Cuba, probablement loin derrière le Kerala, probablement une espérance de vie au milieu de celle des trois pays du Maghreb, c'est-à-dire Algérie, Tunisie, Maroc. Donc quand même, il va bien falloir que les gens réfléchissent au mythe qu'ils ont entretenu de l'Amérique qui correspondait à il y a 20 ans. C'est plus comme ça maintenant. C'est pas comme ça, on soigne pas bien les gens. Pareil en Angleterre, on sait qu'il y a au moins 1 an de perte d'espérance de vie, et on voit qu'il s'est passé quelque chose, vous voyez qu'on ne peut pas toujours se plaindre, par rapport à la France, c'est qu'il y a une mortalité de 45 à 64 ans en Angleterre que l'on n'a pas vue en France. Ils ont mal soigné les gens. Et ils ont mal soigné les gens, et ça se traduit, ça en particulier, parce qu'au début de la maladie, aussi bien aux États-Unis qu'en Angleterre et partiellement en France, l'obsession n'était pas de soigner les gens, mais de faire des essais thérapeutiques. Et en Angleterre, on voit les chiffres de mortalité en hospitalisation qui sont passés au début de l'épidémie de 58% à maintenant 23%, ce qui est à peu près normal. D'accord ? Comme nous, au début, dans certaines villes que je nommerai pas, il y avait une mortalité hospitalière absolument étonnante. Et de la même manière, à New York, qui était la première grande ville frappée, la mortalité hospitalière a été diminuée par 2. Et il y a clairement une investigatrice qui explique dans un journal scientifique de vulgarisation, au début, nous étions obsédés par le fait de faire rentrer les patients dans des protocoles d'essais thérapeutiques. Et puis ensuite, on a abandonné cette idée et on s'est mis à soigner, juste soigner les gens. Et donc, aucun de ces grands essais thérapeutiques, aucun n'a apporté quoi que ce soit. Aucun. Ça inclut des milliers de personnes. On a pu voir effectivement la dégradation de la médecine aux États-Unis et en Angleterre en voyant des publications, des protocoles publiés dans lesquels il n'y avait même pas de test diagnostique, voire dans l'étude anglaise menée par les Anglais, dans Recovery, l'inclusion de malades qui avaient des tests négatifs, c'est-à-dire qui n'avaient pas la maladie, qui ont été inclus, qui ont été traités, qui ont été publiés. C'est inouï. En Angleterre, suivi par l'essai Solidarité, ils ont prescrit des doses d'hydroxychloroquine que n'importe quel manuel rapporte comme étant toxiques, dangereuses, 2,4 grammes par jour. Personne ne fait ça. Donc il y a une dégradation de la médecine dont maintenant le témoin est évident, c'est-à-dire que les pays dans lesquels le soin est passé derrière la médecine virtuelle font des bêtises qui se mesurent au bout d'1 an. Et donc, il faut revenir, là, la balance, c'était, est-ce qu'il faut absolument tester des nouveaux machins, des nouveaux trucs ? Il faut commencer par s'occuper des patients, et ça continue maintenant. Nous, on a encore beaucoup de gens à qui on dit, où l'on a dit, restez à la maison, en dépit du fait qu'ils ont des saturations à 90, 91, sans traitement, en prenant du Doliprane, en disant ça va passer. Et puis, au bout de 10 jours, quand ils sont complètement ils arrivent et ce week-end, on en a hospitalisé 3 comme ça, qui avaient des saturations à 90, plusieurs jours de fièvre, aucun traitement, on leur disait de rester à la maison et de ne pas bouger quand même. Donc, c'est la médecine à laquelle il faut revenir, c'est absolument essentiel. Et les pays qui ont le plus abandonné la médecine sont les pays dans lesquels on voit la plus grande mortalité, y compris, encore une fois, dans les essais thérapeutiques. Moi, je suis désolé de trouver que la morale chinoise est plus adéquate avec ma pensée qu'avec la morale anglaise. Est-ce que vous imaginez que pour faire du remdesivir, on faisait des placebos, c'est-à-dire on mettait des perfusions inutiles avec rien dedans
pour vérifier que c'était mieux que le remdesivir. Les Chinois ont mis, écoutez, nous on ne fait pas de placebo parce que ça ne rentre pas dans notre morale, mais ça rentre dans la morale de personne de faire une perfusion inutile, c'est dangereux. Donc il faut revenir à la médecine, d'accord ? Les essais thérapeutiques, c'est bien quand on est dans une impasse thérapeutique, mais avant d'être dans une impasse thérapeutique dans cette maladie, il y a une quantité de choses à faire. Il faut les oxygéner, il faut les anticoaguler, il faut les suivre, et puis ensuite que les uns et les autres, et ensuite il faut ouvrir les portes aux médicaments qui sont anodins et qui montrent une certaine efficacité. En France, il y a des gens qui ont montré que les antidépresseurs avaient un effet efficace. Il faut commencer un travail. L'ivermectine, qui est le traitement le plus anodin du monde, il y a au moins 4 études qui ont montré que c'était efficace sur les formes graves. Il faut le tester. C'est des choses qui sont anodines. Alors bien sûr, elles rapportent d'argent à personne. Bien sûr, personne ne va payer pour pouvoir faire ces études. Mais il n'empêche que c'est des médicaments qui sont maniables, pour lesquels qu'on peut utiliser. Et donc, il faut arrêter de mettre une barrière absolument étanche sur l'utilisation de médicaments qui sont utilisés depuis des décennies sans le moindre trouble pour pouvoir les utiliser dans cette pathologie quand il y a des évidences que ces médicaments marchent. Donc je pense qu'il faut revenir à la médecine, arrêter de croire qu'on va avoir des baguettes magiques pour pouvoir traiter une maladie telle qu'elle est maintenant. Donc je pense qu'il y a vraiment un tournant, c'est que maintenant on voit bien que ceux qui ont fait le plus mal de tout, c'est ceux qui donnent le plus de leçons, d'accord ? Et que donc il faudra bien changer notre esprit, parce qu'il faudra bien revenir à s'occuper du soin, de soigner les gens, plutôt que d'imaginer qu'on va faire des nouveaux essais et de nouvelles choses à inventer pour pouvoir sauver les gens. Voilà. Donc ça, c'est une première chose dont je crois qu'elle est très importante. Est-ce qu'on connaît mieux, est-ce qu'on imagine des mécanismes de transmission qui jusqu'ici seraient passés inaperçus ? Alors, en tout cas, ce qu'on voit, c'est ce que j'avais commencé à montrer, c'est que les mesures qui ont été prises en France n'ont pas du tout été inutiles. Alors c'est une bonne nouvelle. Donc, moi, il n'y a que les faits qui m'intéressent. Je ne porte pas de jugement. Les faits m'intéressent. Et ce que l'on voit, ce que j'avais déjà montré, c'est que pratiquement toutes les grandes épidémies que nous voyons, et donc c'est pareil, là, j'avais quelqu'un hier qui était aux urgences de pédiatrie ici, eh bien, cette année, il n'y a pas de gastroentérite, cette année, il n'y a pas d'infection respiratoire chez les enfants, et donc il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire que les mesures qui ont été prises, je veux passer le match, je pense que c'est plutôt l'habitude que les gens prennent maintenant de se laver les mains, de se passer les mains à l'alcool, on fait s'effondrer vraiment de manière caricaturale les infections virales transmissibles qui donnent des infections respiratoires ou qui donnent des gastroentérites. Il y a 3 exceptions qui sont intéressantes. Je reviendrai sur le Covid-19. 1, les rhinovirus, dont je pense depuis longtemps que si les choses se passent bien, parce que les coronavirus se passent comme ça, le Covid-19 terminera comme le rhinovirus, c'est ce que j'espère en tout cas. Je ne le prédis pas, mais je l'espère. Les rhinovirus se comportent comme ça. Il y a un fond permanent avec des petites poussées, sans qu'on sache très bien pourquoi. Et lui n'est pas altéré par les mesures qui ont été prises. Il continue à se transmettre. Il y a un mystère pour moi, je n'ai pas d'explication pour l'instant, qui est celui des para-influenzae 3, qui a une courbe qui ne ressemble pas du tout aux courbes habituelles et qui est beaucoup plus fréquente que les autres années. Et puis les autres coronavirus circulants qui co-circulent. Et puis, surtout, ce qu'on voit là-dessus, c'est que ces mesures n'ont pas d'efficacité significative sur le Covid-19, qui continue de plus belle. Alors ça, c'est les nôtres. Ça, c'est en France. On voit donc toutes les mesures que vous pourrez voir qui ont été prises par le gouvernement pour tenter d'endiguer les choses. Et on voit, on ne peut pas dire qu'on ait un contrôle actuel. On peut espérer qu'avec le vaccin ou l'augmentation générale de l'immunité de la population, les choses vont diminuer et puis finir par prendre l'allure qu'elles ont pour les rhinovirus ou les autres coronavirus. Mais il n'y a rien, comme le dit Ioannidis, je vous conseille de le regarder, c'est le meilleur au monde, et on a fait les sous-titres en français pour que tout le monde puisse les lire. Il n'y a pas de mesure miracle qui ait permis d'arrêter le cycle de ça.
C'est des virus en plus variants, nouveaux, qui n'arrêtent pas d'évoluer. On a encore, nous, des variants. Là aussi, hein, les Anglais ont eu un retard considérable. Nous, on a eu du retard enfin, la France en général, pas nous, mais a eu un retard sur les Anglais, sur les variants, parce que le variant qu'on appelle le variant anglais, en réalité, il est apparu en Autriche en avril. Et personne ne le regardait parce que on fait plus de science. Tout le monde fait de l'émotion et des jeux vidéo en disant ah il y a un virus, et plutôt que de regarder ce que fait ce virus tout le temps, comment on évolue, quelles sont les données nouvelles. Eh bien, on disait, et parce que tout le monde était persuadé qu'il y avait quelque chose comme un rebond, pas eu de rebond d'ailleurs, hein, c'était une variante différente à chaque fois. On s'est mis ça dans la tête, plutôt que de regarder ce qui se passait. Elle dit, mais non, on vous l'avait bien dit, on ne sait pas d'où c'était sorti cette histoire de rebond. Donc c'est quelque chose qui est étonnant. Mais là, du coup, on a regardé qu'est-ce qui pourrait être une nouvelle cause de transmission. Et à l'occasion d'une petite investigation qu'on a fait, d'un coup, les gens nous ont dit, vous savez, samedi soir, on est tous allés ensemble et on est allés fumer un chicha. Et alors, moi, je m'excuse, hein, j'ai l'âge que j'ai, donc j'ai bien vu la chicha quand j'étais plus jeune dans les pays du Sud, mais je n'avais pas réalisé l'ampleur qu'a pris la consommation de chicha dans nos pays européens et aux États-Unis, où c'est devenu énorme. Je crois qu'en France, au moins la moitié des jeunes ont fumé au moins une fois la chicha. Et donc ce truc est dégueulasse, c'est-à-dire que si on l'a que pour soi-même, voilà, que pour soi-même, mais si on se passe ce truc dans lequel il y a de la salive, y compris si on change l'embout, c'est un modèle expérimental extraordinaire pour transmettre une maladie respiratoire. Donc, est-ce que c'est ce phénomène ? Je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que le départ de l'épidémie en juillet a été plus particulièrement chez les jeunes, alors que avant et après, ça a été chez les sujets plus âgés. Donc, on voit que c'est cette tranche d'âge, les 25-45 ans, dans laquelle il y a eu une explosion du nombre de cas. Et donc il y a eu un facteur de risque qui est particulier à cet âge-là et qui est un facteur de risque que l'on ne trouve pas dans les autres infections respiratoires, qui est nouveau. Or, les maladies infectieuses, j'écrivais ça, que sais-je, qui a presque 30 ans maintenant, c'est toujours lié à l'usage d'une nouvelle technologie ou à un changement d'écosystème. C'est les maladies d'écosystème. Et ça, c'est un changement radical. Cette chose-là n'existait pas, de se passer de bouche en bouche. Alors, quand j'étais jeune encore, il y avait les pétards, mais il y avait une limite au nombre de gens qui pouvaient... Et puis les gens ne suçaient pas leur pétard pour se transmettre directement de salive à salive. Est-ce que là, vous ne pouvez pas échapper au fait que vous mettiez des aérosols avec de la salive dans quelque chose qui est chaud, dans lequel que vous aspirez, et que donc vous vous mettez dans un modèle expérimental. Si vous passez après quelqu'un qui est infecté par le Covid, vous mettez un modèle expérimental parfait pour faire ça. Donc il y avait déjà eu un travail qui a été fait sur la transmission des foyers de tuberculose en même temps que la chicha. C'était un travail qui a été fait en Australie. Il y a eu, à ma connaissance, un seul pays qui a fait vraiment une annonce sur « faites attention à la chicha », c'est au Québec, où les gens disent « faites faire attention » parce que la chicha est un modèle expérimental parfait pour la transmission. Et donc, je pense qu'il faut... Nous, on va lancer des travaux sur ce domaine-là. J'ai prévenu le ministère de la Santé de mon opinion sur ce problème-là. Et donc, je pense que dans la situation actuelle, il ne faut pas partager les chichas. Hein. Pas le faire si vous en prenez, vous le faites toute seule. Et malheureusement, ce problème a été mal approché par les gens de santé publique qui sont plus obsédés par le tabac ou par les drogues que par les modes de transmission. Donc qui ont analysé, si vous faites la bibliographie, 80% de ce que vous lisez dessus, c'est sur le cannabis ou sur le tabac, comme si c'était une cigarette ou comme si c'était une cigarette électronique. Et ils mélangent souvent le risque de cigarette électronique avec celui de chicha, qui n'a rien à voir pour moi, qui m'occupe des maladies infectieuses. Cigarette électronique, les gens se les prêtent pas, au moins pas souvent. Tandis que la chicha, c'est une activité collective commune. Et donc, bien entendu, c'est dans une activité commune et collective qu'il y a le plus de risques de transmission. Et donc, je vous mets en garde très, très, très solennellement contre l'usage commun des chichas qui représente un danger, et un danger qui est évident. Donc, il ne faut pas le faire. Et peut-être que c'est la raison pour laquelle, en dépit de mesures qui ont eu leur efficacité incontestable
sur un certain nombre de maladies que nous connaissions bien n'ont pas marché sur les rhinovirus ni sur les coronavirus. Merci beaucoup.